Dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer en quoi consiste un karyotype. Alors voici un karyotype. Alors un karyotype, c'est une présentation artificielle des chromosomes d'une cellule. Alors pourquoi je dis que c'est une présentation artificielle? Parce que dans votre corps, les chromosomes ne se présentent jamais comme ça, de manière alignée, deux par deux, de manière aussi ordonnée. Dans notre corps, les chromosomes se présentent plutôt de cette manière-ci, comme dans le cadre gauche, c'est-à-dire ils sont tout à fait désordonnés. Alors ce que les hommes vont faire, c'est que nous allons faire une photo des chromosomes et puis nous allons les réorganiser deux par deux en assemblant les chromosomes qui ont la même taille, la même forme, deux par deux, pour former ainsi les paires de chromosomes. Donc, cette présentation artificielle des chromosomes d'une cellule est tout à fait artificielle et permet, comme on va le voir, de faire de l'analyse. Donc, voici une photo d'un vrai karyotype. Alors, comment est-ce que l'on fait? Quelles sont les différentes étapes de fabrication d'un karyotype? Donc, on prélève des cellules, on les met en culture et on leur permet de se multiplier. Alors, lorsqu'une cellule se multiplie, on va bloquer cette multiplication cellulaire qu'on appelle la mitose, à une étape bien précise qui s'appelle la métaphase. Je réinsisterai sur cette étape quand on verra en détail la multiplication cellulaire, c'est-à-dire la mitose. Ensuite, on va provoquer un choc hypotonique pour casser les cellules et libérer les chromosomes. On va fixer les chromosomes pour qu'ils n'évoluent plus, on va les colorer, les marquer et on va dresser, fabriquer ce karyotype. Alors, je vous l'ai dit, pour passer du cadre gauche où les chromosomes sont tout à fait mélangés à l'organisation, au karyotype qui est à droite de votre image et où les chromosomes sont hyper bien ordonnés, etc., on fait appel à des spécialistes. Moi, personnellement, je ne peux pas comme ça, du premier coup, reconnaître les paires de chromosomes, surtout que vous voyez, comme ici sur la photo, que certains prennent une forme pliée, sont pliés par rapport à d'autres, donc il faut vraiment être spécialiste. Alors, comment font ces spécialistes pour reconnaître les chromosomes? Alors, tout d'abord, ils vont se baser sur la taille des chromosomes. Donc, vous l'avez vu, dans un karyotype, on va classer les chromosomes en commençant par les plus grands. Les plus grands occupent la paire numéro 1. Et puis, on va continuer comme ça jusqu'au plus petit, c'est-à-dire la paire 22. Donc, on va se baser sur la taille des chromosomes, aussi sur la position du centromère. Donc, n'oubliez pas que centromère, voilà. N'oubliez pas que les chromosomes sont formés de deux parties, qu'on appelle les chromatides. Chaque chromatide, les deux chromatides sont accrochées l'une à l'autre au niveau du centromère. Alors, vous voyez ici dans le chromosome noté D que le centromère est à peu près à la moitié de la longueur. Mais vous voyez ici, par exemple, dans le B ou dans le A, il est tout à fait il est plus d'un côté que de l'autre. Donc, en fonction de la position du centromère, ça va nous aider aussi pour reconnaître les paires. Alors, les chromosomes vont aussi être colorés. Alors, soit ils vont être colorés avec des colorants et on va observer des bandes noires, des bandes plus claires, blanches. C'est ce qu'on a observé ici. Si vous regardez bien, vous observez à certains endroits des parties plus claires, des parties plus foncées, et ainsi de suite. Soit nous allons, dans le cas de karyotypes beaucoup plus évolués, utiliser des colorants qui vont carrément colorer certaines parties en couleur, comme sur la photo. Alors maintenant qu'on a vu comment on fabrique un karyotype, on va analyser un karyotype. Alors je l'ai dit, les chromosomes sont classés du plus grand vers le plus petit, mais il y a une paire particulière, c'est la 23e paire. C'est ce qu'on appelle la paire sexuelle. Alors, cette paire sexuelle est formée donc de deux chromosomes et sur ces chromosomes, vous allez trouver toutes les informations qui font que vous êtes un homme
ou que vous êtes une femme. C'est-à-dire, vous allez trouver toutes les informations responsables de vos caractères sexuels primaires, c'est-à-dire de votre appareil génital. Si un homme a un pénis, c'est parce que cette information se trouve sur ses chromosomes. Si la femme a un vagin, etc., toutes ces informations sont sur ses chromosomes. Vous allez aussi avoir toutes les informations responsables des caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire toutes les caractéristiques qui font que vous êtes un homme ou vous êtes une femme, mais qui ne sont pas l'appareil génital proprement dit. Donc, par exemple, c'est tout ce que vous avez acquis lors de votre puberté. Donc, par exemple, l'homme a une voix plus grave, un développement de musculature, par exemple au niveau des épaules. La femme a un développement du bassin, a la poitrine plus développée. Vous avez aussi la pilosité qui n'est pas au même endroit pour un homme que pour une femme. Donc toutes ces informations liées au sexe se trouvent sur cette paire, la 23e, qui est la paire sexuelle. Alors, si on observe cette paire sexuelle, chez une femme, vous voyez que la paire sexuelle est formée de 2 grands chromosomes identiques. Chez l'homme, on a un grand chromosome qui ressemble à ceux de la femme et un petit chromosome. Ces chromosomes ont été baptisés XX dans le cas de la femme et XY dans le cas de l'homme. Alors attention, le petit chromosome chez les hommes n'a pas une forme d'Y. Il est baptisé, on lui a donné comme nom Y, mais il a la même forme que tous les chromosomes, c'est-à-dire un X, donc attention. Donc si vous avez un karyotype devant vous qui est formé de 2 chromosomes identiques, vous êtes face à un karyotype d'une femme. Si vous avez un karyotype devant vous qui est formé d'un grand chromosome et d'un petit chromosome, vous êtes face au karyotype d'un homme. Donc ici, dans mon exemple, on voit que comme les 2 chromosomes sont identiques, nous avons bien le karyotype d'une femme. Alors maintenant, un petit peu de vocabulaire. Alors, tous les chromosomes qui ne font pas partie de cette 23e paire, la paire sexuelle, sont appelés autosomes. Donc, tous ces chromosomes que j'ai entourés sont des autosomes. On en a donc 44. Donc, un autosome, c'est un chromosome qui ne fait pas partie de la paire sexuelle. Alors, la paire sexuelle est formée de 2 hétérochromosomes. Donc, les chromosomes de la paire sexuelle sont appelés hétérochromosomes. Alors, continuons dans le vocabulaire. Donc, lorsque vous avez 2 chromosomes qui font partie de la même paire, on les appelle les chromosomes homologues. Voilà. Donc ça, c'est du vocabulaire. Alors, petite remarque, parfois lorsque vous analysez des karyotypes, vous voyez que les chromosomes n'ont pas cette forme de X, mais d'un simple bâtonnet. C'est parfois la technique utilisée qui ne permet pas de distinguer les 2 chromatiques, donc ne vous inquiétez pas. Alors, je vous propose maintenant de passer par un exercice, de faire un exercice, et je vous propose d'analyser un karyotype. Je vais faire avec vous l'exercice numéro 2 dans votre syllabus. Alors, première question, on nous demande s'il s'agit de l'espèce humaine. Alors, vous comptez le nombre de chromosomes, et la réponse, c'est oui, puisqu'on a 23 paires de chromosomes. Donc, il s'agit bien d'un karyotype de l'espèce humaine. Deuxième question, connais-tu le sexe de cet organisme? Alors, pour connaître le sexe, on analyse la 23e paire.
Comme la 23e paire est formée de 2 chromosomes identiques, XX, il s'agit d'une femme. Troisième question, quelle est la particularité de ce karyotype? Alors, si vous avez été observateur, vous avez vu qu'il y a une anomalie ici. La 21e paire n'est pas une paire, mais elle contient 3 chromosomes. Donc, voici l'anomalie. Et en fait, il s'agit du karyotype d'un individu souffrant de trisomie 21. Alors, la trisomie 21, qu'est-ce que vous entendez dans trisomie? Trisomie 3. Donc, ça indique bien que la 20... Alors, pourquoi 21? Parce que c'est la 21e paire. Que la 21e paire n'est pas constituée de 2 chromosomes comme habituellement, mais de 3 chromosomes. Alors, la trisomie 21, qu'on appelle aussi le syndrome de Down, est un handicap. Il frappe environ un nouveau-né sur 700. Elle est due, comme on vient de le voir, à la présence d'un chromosome surnuméraire, donc en plus à la paire 21, de sorte que chaque cellule de tout l'organisme possède un total de 47 chromosomes. Alors, ces individus atteints présentent des traits faciaux caractéristiques, comme vous pouvez le voir sur la photo, une petite taille, des malformations cardiaques, une sensibilité accrue aux infections respiratoires, un déficit intellectuel. Bien que la plupart des trisomiques 21 aient une espérance de vie inférieure de beaucoup à la normale, certains d'entre eux atteignent un âge assez élevé. Alors, pendant tout un temps, on a appelé les trisomiques les mongoliens. Enfin, ce terme aujourd'hui n'est plus fort utilisé car il avait quand même un côté péjoratif. Alors, vous voyez quand même que le fait d'avoir un chromosome en plus, ben ça provoque quand même pas mal de différences. Et ce n'est pas par hasard que cette trisomie a lieu pour sur la paire 21, parce que si vous observez bien le karyotype, vous voyez que les chromosomes de la paire 21 sont tout petits. Et donc, ils portent beaucoup moins d'informations que, par exemple, les chromosomes de la paire 1, qui, eux, portent beaucoup d'informations. Et donc, il y a, malgré tout, moins d'impact d'avoir 3 chromosomes sur la paire 21 que 3 chromosomes sur la paire 1. D'ailleurs, si, par hasard, lors de la formation des ovules ou des spermatozoïdes, et lors de la fécondation, on crée un individu qui avait une trisomie 1, cet individu n'arriverait même pas, il y aurait tout de suite, la grossesse serait tout de suite interrompue très très vite au tout début, parce que cet individu ne serait pas viable. Donc le fait que cette trisomie puisse exister, c'est parce qu'elle est présente sur une paire avec des chromosomes de très petite taille, et malgré tout, vous le voyez, ça crée des différences. Alors, dans l'espèce humaine, il n'existe pas que la trisomie 21. On a d'autres trisomies, on a même une monosomie. Monosomie, qu'est-ce que vous entendez? Un seul chromosome dans une paire. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est d'aller, dès que le film, la vidéo est terminée, c'est d'aller lire l'article « Maladie résultante d'aberration chromosomique » dans votre syllabus à la page 85. Et là, on vous expliquera toutes les autres sortes de trisomies. Certaines, vous le lirez, malheureusement entraînent des espérances de vie très très courtes, de quelques mois pour ces individus. Il existe aussi quelques trisomies ou monosomies au niveau des caractères sexuels, mais je vous renvoie à la lecture de cet article. Alors, les informations qui se trouvent dans cet article, vous ne devez pas les étudier par cœur, vous ne devez pas les étudier, mais elles vous seront utiles pour le devoir que je vous ai donné en classe, c'est-à-dire reconstituer le karyotype que je vous ai donné. Alors, je reviens à mon exercice 2. Donc, je suis à la 4e question. Suite à cette observation, donc le fait qu'il y avait présence de 3 chromosomes sur la paire 21 et donc que c'était le cas d'une trisomie 21,
déduit l'utilité d'établir un karyotype dans certaines circonstances de la vie. Eh bien, justement, un karyotype permet de déterminer la trisomie 21. Donc, lors d'une grossesse, la femme va subir de nombreux tests sanguins, mais surtout ce qu'on appelle le tritest, c'est-à-dire on va lui prélever un peu de son sang et on va faire 3 tests sur ce sang. Suite à ce tritest, on va donner à la femme une probabilité de porter un enfant trisomique. Alors, si cette probabilité est très mauvaise, c'est-à-dire il y a beaucoup de chances, il y a quand même une chance non négligeable que la femme porte un enfant trisomique 21, on va réaliser ce qu'on appelle, si la femme accepte évidemment, une amniosynthèse. Ça veut dire que l'on va, évidemment, de manière tout à fait stérile, dans des conditions stériles, on va piquer dans le ventre de la femme enceinte et on va aller prélever un peu de liquide amniotique, le liquide dans lequel baigne le bébé. Alors tout ça évidemment se fait sous échographie, on ne va pas aller piquer dans le bébé, on prend juste le liquide, un petit peu de liquide qui entoure le bébé. Suite à cette amniosynthèse, la femme après doit rester 1 ou 2 jours calme pour ne pas provoquer par exemple des effets secondaires comme une fausse couche, etc. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce liquide amniotique ? On va récupérer ce liquide et on va développer les cellules. On va faire multiplier les cellules. Pourquoi ? C'est un peu comme quand vous prenez votre bain. Quand vous prenez votre bain, il y a des cellules de votre corps qui se détachent. Eh bien, c'est pareil pour le bébé. Quand il est dans son liquide amniotique, dans le liquide amniotique flottent quelques cellules du bébé. Donc, ces cellules, on va les faire se multiplier et on va suivre la même méthode, la même technique que je vous ai expliqué précédemment. Donc, on va faire multiplier les cellules, on va faire une photo des cellules, des chromosomes, on va faire une photo des chromosomes et on va élaborer un karyotype. Une fois que ce karyotype est élaboré, on peut déterminer si oui ou non il y a présence de 3 chromosomes à certaines paires. Est-ce que l'enfant est porteur d'une trisomie ou d'une monosomie, etc. On peut aussi, mais là c'est des karyotypes beaucoup plus précis, détaillés. On peut aussi déterminer par exemple la présence de certaines maladies héréditaires. Par exemple ici, on pourrait par exemple voir s'il n'y a pas un défaut à cet endroit-là sur le chromosome 6, si les parents ont dans leurs antécédents familiaux des personnes souffrant de telle ou telle maladie héréditaire. Donc voilà l'intérêt d'établir un karyotype. 5e question, s'agit-il d'un karyotype d'une cellule diploïde ou d'une cellule haploïde ? Alors, petit rappel, une cellule diploïde possède des paires de chromosomes, une cellule haploïde possède un chromosome, un exemplaire de chaque paire. Donc ici, comme j'ai bien des paires de chromosomes, j'ai bien une cellule diploïde. Alors, 6e question, on me demande d'entourer en vert un autosome. Donc, un autosome, c'est un chromosome, mais qui ne fait pas partie de la paire sexuelle. Donc, par exemple, n'importe lequel, celui-ci, c'est un autosome. Donc, vous pouvez entourer celui que vous voulez, sauf évidemment ceux de la paire sexuelle, c'est-à-dire ces deux. Alors, on me demande ensuite d'entourer en bleu un hétérochromosome. Alors, un hétérochromosome, c'est un chromosome de la paire sexuelle. Donc, vous prenez un des deux. Chromosome. Hétérochromosome. Voilà, j'y suis. Alors, en rouge, 2 chromosomes homologues. Donc, des chromosomes homologues, ce sont des chromosomes qui font partie de la même paire. Donc, vous prenez n'importe quelle paire, voilà. Et ceci
ces deux chromosomes homologues puisqu'ils font partie de la même paire. Voilà, nous avons fini l'exercice. Bon, à vous maintenant de faire l'exercice. Donc, il vous reste à faire l'exercice 1, l'exercice 3. Et puis, vous avez reçu en classe un cariotype. Donc, à vous de jouer aux scientifiques, de classer tous ces chromosomes et d'établir le cariotype, et puis d'analyser. Alors, pour vous aider à analyser votre cariotype, basez-vous sur toutes ces questions que nous venons de faire dans l'exercice 2, et aussi de l'article sur les aberrations chromosomiques que vous avez lu dans votre syllabus à la page 85. Voilà, à vous de faire l'exercice.